So good evening, everybody. Alors, bonsoir tout le monde. CCC est très excité d'avoir une invitée très très spéciale ce soir. Amanda Luderman, psychothérapeute et fondatrice du Centre pour l'empathie érotique basé à Montréal. Et vous pouvez visiter le site web au www.empathieérotique.ca. Alors, Amanda est avec nous ce soir pour parler d'un sujet incroyablement important, l'intimité et le cancer. Un sujet qui n'est pas souvent discuté, certainement pas dans le champ médical, mais c'est le temps qu'on commence à discuter ces choses-là. Et comme Amanda va nous expliquer, c'est très lié à notre santé mentale et notre bien-être. Alors, sans plus tarder, je vous présente Amanda Luderman. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je suis très excité de pouvoir partager de l'information saine et de l'information basée sur des données sur la sexualité et l'érotisme, et particulièrement dans des populations qui ne se sentent pas bien ou qui ont de la difficulté physiquement. C'est dur de se sentir sexy quand on ne se sent pas en santé. Ça, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup discuté et malheureusement, les gens se sentent non invités à la conversation quand ça vient au désir. C'est comme, vous savez, ils se sentent pas... Vous savez, c'est un peu comme l'agisme. Les gens ne se sentent pas comme s'ils sont invités à la table ou au party. Et je vais être clair que c'est pas vrai. C'est très important de continuer à mettre l'effort dans cette catégorie de vie et cette partie très valide et vitale de la santé mentale, surtout quand vous avez de la difficulté avec une maladie. En tant que couple, il y a deux personnes qui ne sont pas malades tous les deux et qui n'ont pas les mêmes difficultés. Alors, il y a une perte de vitalité, d'érotisme et juste de bien-être. Et cette expérience de connexion qui est perdue quand un couple est diagnostiqué avec le couple. Et c'est un couple, comme les gens disent, nous sommes enceintes, nous avons le cancer en tant que couple. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais c'est très vrai, surtout quand ça vient à la sexualité et l'érotisme. Mais on va en parler. Très vrai, très vrai. Et il y a tellement de points très importants que tu dis. La connexion et certainement le cancer et juste la déconnexion de son corps pendant les traitements de cancer et comment on reconnecte à notre intimité. Mais avant de parler de toutes ces choses amusantes-là, je veux juste mettre la table un peu. Alors, alors, pour la thérapie érotique, désolé, pas la thérapie érotique, l'empathie érotique. Je pense que c'est toute la même chose, mais comment. Alors, quand on en discutait plus tôt, tu mentionnais comment c'est différent de la sexologie traditionnelle. Alors, peux-tu nous donner un peu d'informations? Oui, alors je devrais dire en premier, je me présente en tant que psychothérapeute. Je ne m'identifie pas en tant que sexologue. Surtout au Québec, je suis pas sexologue, mais ce que je fais, la psychothérapie de l'érotisme. Alors, je spécialise dans essentiellement le travail qui aide les gens à exprimer et se sentir le désir dans une relation. Et des fois, il n'y a aucune perte de libido, il n'y a peut-être pas de maladie, dans un sens, toutes les étoiles sont alignées, mais même ces couples-là qui disent qu'ils sont attirés et qui s'aiment ont quand même des difficultés à se sentir excités en compagnie d'eux-mêmes. Les gens ont de la difficulté à se sentir confiants et pas gênés dans l'initiation du sexe avec des gens qui savent rationnellement les désirs. Alors, le sexe, et je vais le désigner, le différencier de l'érotisme, mais le sexe, généralement, est quelque chose que c'est partout, mais personne est pas très bon à en parler. On se sent que les gens, ces gens là-bas, ces belles personnes là-bas qui peut-être on voit faire du sexe, que c'est pour eux, mais c'est pas pour nous les gens normaux, qui ont pas des abdominaux et c'est vraiment difficile pour le monsieur, madame, tout le monde de se sentir. Tu sais, tout le monde a les moments de se sentir pas désirable et quand on se sent malade.
et les inconforts brutaux et les parties dégueulasses, les choses un peu terre à terre du cancer méritent l'empathie érotique distincte, la propre sorte de dialogue. Alors, une des choses que je dis dans mon travail, que les gens pensent que et que j'enseigne à tout le monde comment baiser d'un chandelier, mais mon travail est en fait pas ça. Alors, désolé de décevoir les gens qui nous écoutent. C'est peut-être toi la personne la plus déçue, en fait. Oui, c'est pas en fait une thérapie érotique, mais non, c'est juste une thérapie parlée, mais ce que c'est en fait, c'est l'opportunité d'élever la façon qu'on parle à propos du sexe, la façon de la même façon qu'on parle des autres choses avec lesquelles on est confortable de parler, comme par exemple la nourriture. Si vous et votre partenaire, par exemple, faites le meilleur repas, le plus gourmet, vous avez passé la journée à le planifier, vous y avez pensé hier, ah, on va avoir le brisket demain qui a pris 12 heures à cuire et on va le manger, mais là, soudainement, vous avez comme un désir pour juste une poutine pour le souper. Il faut être capable de dire, je sais qu'on a dit qu'on allait avoir le brisket, mais finalement, honnêtement, tout ce que je veux, c'est une poutine. Et c'est ces mariages-là, ces choses sans jugement, les dialogues faciles entre couples. Tu sais, ok, tu veux juste une poutine. Ok, on va faire la brisket demain, sans problème. Oui, ok, donc complètement ouvert et flexible et juste qu'on veut que les gens autour de nous soient heureux. Oui, ça, c'est les couples qui peuvent le faire. Ça, c'est les couples qui peuvent dire, je sais que c'est samedi, je sais qu'on a une opportunité, les enfants dorment, puis on était censé être sexuel ce soir, ou peu importe le cas, mais le fait est que à ce moment-là, ça doit être correct de dire, en fait, j'ai pas l'énergie de faire autre chose que utiliser mon vibrateur et juste être là avec moi ou juste me toucher, me caresser parce que c'est tout ce que je peux faire ce soir. Est-ce que c'est correct? Ou est-ce que tu veux te stimuler avec moi et me laisser être là avec toi, mais je peux pas participer, mais je veux être sexuel avec toi, je veux qu'on se sente connectés ensemble. Oui, puis c'est tellement une grosse chose quand ça vient au cancer ou les choses comme le cancer ou n'importe quelle maladie où ça altère les dynamiques, ça altère le physique, de ce qu'on a l'air, l'apparence des gens, ça altère le rôle, tout. Les rôles dans la famille, plein de choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est comme juste une question de communication ouverte. Alors, quand on a l'addition très complexe du cancer, comment est-ce que ce paradigme de ton empathie érotique aide les couples à gérer ces changements-là? Ces changements qui passent à travers le traitement et, 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 et comment les changements ont un impact sur l'intimité. Alors, une des composantes de l'empathie érotique, c'est d'établir une compréhension très transparente de ce que chaque personne a besoin pour se sentir connectée, pour se sentir remplie, complète. Ça veut pas dire des relations de pénétration ou stéréotypes, les actes sexuels courants, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une compréhension transparente de ce qui fonctionne pour chaque personne. Alors, les premières sessions que j'ai avec les gens sont vraiment sur moi qui fait une entrevue à travers un processus très terre à terre. Alors, comment est-ce que vous voyez votre propre sens? Comment, quand ce qui vient, comment est-ce que l'odeur de l'autre après un workout va être un obstacle? Alors, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes très faciles. Et peut-être que cette chose-là, c'est le fétiche de l'autre personne et ça peut être un problème dans le couple. Alors, et les histoires que j'entends des partenaires qui passent à travers un cancer ensemble, donc par exemple, je travaille avec deux hommes. Alors, quand un partenaire reçoit
sexe oral, par exemple. C'est la personne qui ne passe pas à travers le cancer initie un contact et, et je pense que lui a eu un cancer rectal spécifiquement. Alors, ce qui arrive, c'est que si lui initie, lui, il met le matériel sur le lit pour que son partenaire ne se sentirait pas problématique, ne se sente pas de problème avec... Tu sais, on fait pas juste initier le sexe et on laisse le partenaire avec des peurs. Oui, par exemple, la gêne ou les peurs de la responsabilité. Alors, on discute le nécessaire pour se sentir qu'on peut passer à travers l'acte sans interruption ou sans gêne. On a une entente que, par exemple, si un partenaire se sent on sent qu'il y a des espaces, peut-être le côlon devient un peu inconfortable. Alors, juste un petit signe où on utilise un mot. Oui, exactement, on va à la salle de bain si on doit y aller. Et peut-être c'est là que ça arrête parce qu'on devient inconfortable. Puis, tu sais, on devient inconfortable. Et là, ensuite, ce qui arrive, c'est quand on revient, ben, la personne n'est pas déçue, puis elle n'est pas partie. La personne va juste dire, OK, c'était super le fun jusqu'à date. Ou on dit, comment est-ce que c'était pour vous? Est-ce que je suis allé... Est-ce que c'était trop rapide? Est-ce que tu as été trop excité trop vite? On parle des choses. Quelque chose duquel on peut apprendre ou quelque chose qui était bien. Alors, certaines... Alors, il y a une empathie érotique. On empathise avec l'expérience de l'autre sur comment ça a été être une personne érotique dans ce moment-là. Et on fait ça, on fait des va-et-vient. Et on travaille très fort. Mes clients travaillent très fort pour ne pas créer des présomptions de ce que l'autre personne pense et être déçu sur ce que l'autre personne décide. Très intéressant. Comment est-ce que les couples peuvent maintenir? Parce qu'encore une fois, on parle de plusieurs choses. On parle de gêne, on parle de peur, plusieurs sentiments qui reviennent, qui peuvent en fait affecter tout le monde. Et rajouter ça, peut-être une mauvaise communication, parce qu'on ne veut pas parler de ces choses-là. Mais comment est-ce que les couples peuvent maintenir un niveau ou un sens d'intimité? Et encore une fois, on délimite entre intimité et contact sexuel. C'est pas toujours la même chose. Et je pense qu'aussi c'est une mauvaise conception, mais comment, quand cette connexion sexuelle est tellement difficile ou nébuleuse, quelles sont des choses que les gens peuvent faire? Alors, une des choses les plus importantes que je dirais à propos du sexe et du cancer, c'est que ne laissez pas le sexe mourir parce que vous n'avez pas de relation sexuelle. Je pense que c'est une des choses clés. Alors, même si vous n'êtes pas capable d'être sexuel avec l'un l'autre, on va parler, et je devrais répondre dans une minute avec l'érotisme, mais c'est pas parce que vous faites pas de sexe, vous n'êtes pas activement sexuel ensemble, n'arrêtez pas d'avoir des conversations au sujet du sexe. Alors, une des choses que les couples peuvent faire, c'est de continuer de parler de leur meilleur temps où ils ont eu du sexe. Puis, tu sais, c'est comme du travail après la perte d'un être cher. Ça veut... Tu sais, de rentrer dans le lit comme si vous alliez avoir du sexe, mais de parler de vos meilleurs temps antérieurs ou d'écrire comment votre désir est aujourd'hui et qu'est-ce que vous trouvez beau, c'est quoi les sentiments que vous avez eus. Quand je touche votre genou en dessous de la table pendant que tes amis étaient ici, c'était le fun, ça. Alors, de continuer à garder cette vitalité d'un couple. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante qui fait en sorte que les gens peuvent se sentir complets. Parce que la maladie peut vraiment aussi aider à connecter des gens. On se sent connecté. On passe à travers une chose qui est tellement personnelle, des changements corporels et des peurs et des horreurs, franchement. Alors, c'est très important d'être capable de remarquer que le désir peut se manifester sans le sexe et que le sexe n'est pas toujours intime. On peut quand même... Bon, en fait, je devrais le dire directement. Les couples ou avec qui il y a des actes sexuels non intimes juste pour garder le sexe vivant ne vont pas
aussi bien que des gens qui ont des grandes conversations sur le désir l'un l'autre. Parce que ça, c'est sincère et intime. Puis on sait que c'est aimant, c'est remplissant. Bon, bon, je présume ici que c'est des couples de longue durée, mais et couples de n'importe quelle identité, polyamoureux, même sexe, hétéro. Il y a une essence d'être vu en qui on est en tant que personne érotique qui contribue vraiment à la santé mentale. Alors si vous, par exemple, vous êtes un homme dominant au lit, vous êtes quelqu'un qui aime être, tu sais, qui aime les lancer sur le lit ou quelqu'un qui est un peu plus dominant dans votre puissance et vous avez un cancer rectal et là tout d'un coup vous avez peur d'avoir des écoulements ou de péter en plein milieu. Ok, ça change l'identité. Oui, ça ne va pas avec votre qui vous êtes. Mais quand vous avez ces expériences-là, alors c'est important dans le couple de continuer à trouver des places où vous êtes vu en tant que dominant, sans devenir irritable et fâché. OK, alors des fois, la différence de rôle qui se passe. Alors si on est quelqu'un de plus dominant, mais là, tout d'un coup, on devient la personne qui a besoin, alors les rôles changent. Oui, vous devenez un patient quand vous êtes quelqu'un et là, tout d'un coup, on devient un patient et vous recevez et les gens vous donnent et vous aimez face. C'est ces moments-là, c'est ces distinctions d'identité qui, en fait, on cible dans l'empathie érotique. Et je demande aux gens de dessiner qui êtes-vous dans votre vie. Alors, quel personnage est-ce que vous jouez dans votre vie? Et je présume que ça change quand on a le cancer ou n'importe quelle maladie. Oui, et ça change à travers la vie en général. Alors, les fantaisies érotiques peuvent changer de comme on a parlé, tu sais, si vous rencontrez votre partenaire pendant qu'ils sont des étudiants, puis là, tout d'un coup, vous êtes très égalitaire, puis 22 ans plus tard, vous êtes partenaire dans une firme d'avocats, et là, vous avez des fantaisies de vous faire attacher, parce que vous avez des fantaisies de perdre votre contrôle. Alors, l'érotisme, je veux spécifier. Alors, sexualité, c'est médical, c'est le corps. Alors, la sexualité, c'est la sexualité d'un corps, mais l'érotisme, c'est essentiellement comment vous interagissez avec le désir. Alors, comment vous évoquez le désir et ce qui fait que vous vous sentez désiré. L'érotisme, c'est le jeu interpersonnel. OK, c'est pas physique ou physiologique. Oui, ça peut l'être, les gens s'identifient, mais on utilise ça en sexualité interpersonnelle. Alors, la sexualité définit le corps et l'érotisme, c'est le désir entre deux choses. Alors, on peut dire que des stilettos, c'est un symbole érotique parce que ça fait que les gens pensent au sexe, par exemple. Alors, cet érotisme, cette nuance, cette dynamique entre deux personnes, typiquement, et ce qui peut être affecté quand il y a un gros obstacle, euh, interrompt le flow qui passe entre les deux. Alors, les gens parlent de chimie euh, érotique, mais ça, en fait, c'est la dynamique érotique entre un couple. Alors, il peut avoir une dynamique paternelle un peu. Il peut avoir le coureur et l'agent qui se sauve. Il y a plusieurs dynamiques et je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais en fait, ce qu'il faut trouver, c'est les habiletés d'exprimer le désir sans être sexuel nécessairement et que la sexualité dans son expression peut aussi être plus remplissant en incluant plus d'habiletés érotiques et c'est ce que je fais dans mon travail. Alors j'aide les couples qui ne sont pas nécessairement capables d'être sexuels de continuer à manifester d'érotisme et de désir dans un couple, se sentir désiré et excité, peu importe la fonctionnalité du corps. Et c'est pour ça qu'on voit dans l'étude de l'érotisme, les gens qui sont dans leurs années 80 ou les 90, ça peut être, tu sais, ce qui était avant 70-80 et maintenant aujourd'hui 80-90, mais ils peuvent se sentir quand même... je suis désolé,
t'as dit les habiletés de désir, c'est quoi? Vous avez mentionné quelque chose sur le désir. Oui, les dynamiques. Les dynamiques, c'est en fait un flow. Alors, c'est le flow d'expression et comment on a tendance à être, on dit réducteur que le sexe. Alors, c'est quoi le terme? Qu'est-ce que les gens disent quand ils parlent de pénis, vagin dans le sexe? Ils appellent ça un orgasme ou les relations pénétratives. Alors, on présume qu'il y a quelque chose qui pénètre et quelqu'un qui reçoit. Ça, c'est les relations. C'est tellement d'un côté. Alors, il y a quelque chose qui s'en va vers quelque chose d'autre. Alors, en cancer, le meilleur scénario pour la plupart des gens qui reçoivent, alors, à travers les genres, la personne qui reçoit l'acte, alors, est aussi capable de faire de l'enveloppement. Alors, si vous ne voulez pas recevoir la pénétration parce que vous connaissez votre niveau de douleur, peut-être que vous allez faire l'enveloppement où vous laissez envelopper l'objet de pénétration. Vous vous laissez peut-être monter les hanches, descendre les hanches, ou que ça soit anal ou vaginal ou peu importe. Toi, tu ne reçois pas en fait, tu enveloppes. Et la raison que je dis ça, c'est que les gens qui sont plus dominants ou les gens qui sont plus inclinés à être plus sur le dessus d'un point de vue érotique, ils peuvent pas avoir la même stimulation qu'ils avaient avant. Alors, on doit utiliser des idées différentes de pouvoir évaluer le contrôle et surtout quand il y a de la douleur. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, beaucoup. Alors, vous demandez aux gens de guider le partenaire. Alors, il y a moins de peur, il y a moins d'attente. Oui, puis on enlève beaucoup de responsabilités. Par exemple, une peur, c'est je travaille avec des femmes et qui ont un partenaire mâle, qui a un pénis, qui aime ça les pénétrer. Et ce qui se passe là, c'est que par exemple, la personne avec le cancer, c'est la femme. Alors, il y a un homme qui a peur de lui faire mal. Et ça, c'est pas très excitant. Alors, si lui, il se sent comme un prédateur et juste un gars avec une chose, puis il doit la mettre quelque part, oui, puis il y a aussi une culpabilité. Oui, je me sens comme ça, puis comment est-ce que je peux me sentir comme ça quand mon partenaire souffre? Oui, alors ce qu'on fait, c'est qu'il faut changer l'histoire érotique. C'est pas je te veux et je te prends maintenant. L'histoire, c'est viens le chercher. Parce que lui, de cette façon-là, c'est qu'il lui fait pas mal. OK, alors vous changez la narration. Oui, et j'utilise le terme narration érotique très souvent. Oui, alors Amanda, est-ce qu'une partie de ta pratique, c'est d'aider les clients, les couples ou peu importe à renarrer leur histoire? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors souvent, ils disent que ce qui m'excitait avant m'excite pas maintenant. Puis alors, très similaire au postpartum dans psychologie. Alors, on se sent différent après le cancer. Ce qui était excitant avant, ce qui marchait, peut-être qu'on se masturbe pas de la même façon. La façon que votre corps, votre sexe, mâle ou femelle, vous allez pas vous sentir que la musculation est la même. J'encourage toujours je dis aux gens de travailler avec des physios pour le plancher pelvien. Oui, puis beaucoup de patients post-chirurgie, surtout pour le cancer rectal, c'est un gros morceau du traitement. Alors, pour ce qui est de l'empathie érotique, qu'est-ce que ça donne? Ben, spécifiquement, dans la psychothérapie, c'est le dialogue sur la nature de et la facilitation des conversations entre deux personnes qui sont différents, des humains érotiques différents. Ça, c'est mon objectif. Juste faciliter la conversation qui sont difficiles d'avoir à la maison. Et particulièrement, sont difficiles parce que je, je leur dis d'avoir quelques sessions quand on a des difficultés parce que les conversations doivent commencer et finir. C'est pas des heures. Il va y avoir un peu de devoirs qui sont donnés, puis il y a un guide à travers le processus qui peut être frustrant. Il y a peut-être ça ramène un peu de trauma. Peut-être qu'il y a, tu sais,
Je suis informé sur le trauma, je suis ami queer, et tout le processus de passer à travers des changements corporels, il y a certainement des implications pour la santé mentale. OK, et dans tes blogs, dans ton site, on parle d'évolution érotique. Alors, comment est-ce qu'on gère quand un partenaire ou le désir d'un partenaire avec les changements de fonction, et on vient d'en discuter et réécrire la narration, mais peut-être à travers des trucs que tu peux donner potentiellement. Bon, l'enveloppement en est un, mais peut-être d'autres idées pour que les gens puissent parler et puissent changer comment ils pensent. Alors, je peux, c'est une chose que les plus pratiques que je peux dire, c'est expérimenter avec différentes expériences de plaisir. Alors, à travers le temps, les corps ont besoin de différentes choses. Les gens parlent souvent comment ils pouvaient avoir un orgasme à cause de vraiment. Oui, pendant l'adolescence, alors, tu sais, l'orgasme à travers rien. Et ça prenait juste des yeux fermés et du temps. Et ça arrête de fonctionner. Puis on a besoin de plus de stimulation ou plus de narration érotique ou plus d'excitation psychologique. Puis ça, c'est des choses très, très, très normales. C'est l'évolution des sensations érotiques. Et l'érotisme étant psychologique, donc par exemple une histoire ou une dynamique de pouvoir, ça c'est très utile pour l'escalation du désir. Faut jamais juste penser aux mécaniques. Alors, si vous n'avez pas du sexe que vous voulez ou si vous ne voulez pas être touché, vous ne devriez pas être touché, même si vous voulez, parce qu'on peut se sentir un peu violé après, surtout après le trauma médical. OK, alors, et déconnecté, parce que c'est ce que les gens avec le cancer ont. Les gens se déconnectent. Oui, il y a une dissociation du corps pour se sentir que leur corps endurait pas eux. Puis c'est la même chose que les victimes de viol. Alors, ne jamais avoir un sexe qu'on est prêt à avoir, mais juste un sexe qu'on veut avoir. C'est synonyme souvent avec se sentir violé et se sentir qu'il y a quelque chose qui se passe à toi qu'on ne veut pas avoir. Alors, les gens qui regardent ça et qui sont en train de reprendre leur sexualité post-traitement, vous voulez vous assurer que vous voulez être touché. Ne commencez pas avec le sexe tout de suite. Commencez avec juste vouloir être touché. OK, c'est assez. J'en ai eu assez. Merci. OK. Et donc, les gens en veulent plus. Oui, et ils décident que c'était sécuritaire, c'était bon, je vais arrêter là. Alors, comme le couple avec le sexe oral, alors ils ont certainement des problèmes un peu embarrassants, des choses qui arrivent, mais qui ont dit, OK, mais c'était très amusant au début, puis ils ont arrêté. Ils n'ont pas essayé de le pousser juste parce qu'ils avaient commencé. Ça, c'est le succès dans ma business. Alors, on fait des choses qui sentent bon et jusqu'à temps que ça l'est plus. Et des fois, c'est correct de continuer. Il y a eu des cas où je parle avec beaucoup de couples où ils me disent, ben en fait, on a pris une minute, on a pris une petite pause, on a nettoyé, puis on a juste dit, OK, ben là, on va continuer. Puis c'est correct aussi. Alors, si je reviens aux choses pratiques, alors, essayez différentes sensations dépendamment sur l'impact du cancer sur vos sensations. Alors, pour certaines personnes, les vibrations ne sont pas une bonne idée. Alors, pour certaines personnes, les vibrations peuvent être trop rough sur des peaux très sensibles après la chimio, sur la vulve par exemple. OK. Ou les nerfs. OK. Ça dépend de la personne. Ça dépend ce que vous êtes prêt. Alors, faites attention aux vibrations, mais il y a des bienfaits naturellement. La vibration peut aussi activer des contractions involontaires qui sont très bonnes pour le sexe. Alors, masturbation est toujours positive, mais on ne veut pas le faire d'une façon qui fait mal du tout. La douleur n'est jamais normale pendant le sexe. Ça peut être normatif parce que c'est courant, mais ce n'est pas normal. C'est pas quelque chose qu'on devrait accepter. C'est quelque chose qu'on devrait toujours aller parler à un médecin. OK, bon à savoir. Oui, alors si on regarde aux autres sensations pour bâtir un peu de confort ou du muscle,
On peut regarder, on dit même plus des jouets sexuels, on dit la technologie sexuelle aujourd'hui. Si vous utilisez une brosse à dents électrique, pourquoi ne pas utiliser un vibrateur? C'est inclus dans la vie. Alors, mais il y a tellement Alors, il y en a qui sont plus sonores. Il y a de la technologie sexuelle où en fait on ne touche pas la peau du tout. Mais ça fait un... Il y a comme une espèce de pulsation qui est presque une succion sur le clitoris, par exemple. Très, très, très satisfaisant. Les gens en parlent comme une polarité. OK, le womanizer, oui, des choses comme ça. Alors, pour les gens qui ont une certaine sensibilité de la peau, ça, c'est une option très intéressante. Alors, on peut regarder à différentes... Tu sais, juste regarder ce qu'il y a, des choses nouvelles qui sortent. Et moi, j'aime beaucoup la technologie sexuelle. Moi, je crois que le plaisir, ça devrait être accessible à tout le monde. Et c'est quoi le mot ici? C'est quelque chose qu'on devrait faire facilement. La plupart des gens n'ont pas le cardio pour des fois, ils n'ont pas la capacité, ils sont habiles de le faire. T'sais, les gens qui ont pas ils ont pas l'endurance et ils perdent le cardio avant de perdre l'érection, mais si vous êtes dans la quarantaine, c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. On veut juste pouvoir accepter ça et dire, OK, on va stratéger, on va faire de la stratégie ici. Oh oui, puis l'autre chose aussi, c'est les huiles naturelles. Pour ce qui est de sensibilité, les produits chimiques après la chimio, la radiation, faites juste regarder les huiles naturelles. Moi, j'aime l'huile d'amande, j'ai toujours dit ça. Je l'utilise moi-même, pré et postpartum. Très sécuritaire, naturel. Euh, les huiles ne sont pas bonnes pour le latex. Si vous utilisez les condoms, c'est pas bon, mais si vous utilisez l'huile d'olive, l'huile d'amande, l'huile de coconut, très utile. Et c'est quoi l'impact sur le latex? Oui, alors les huiles en fait affectent le latex. Si je puis rajouter ici, oui, absolument. Alors les huiles vont désintégrer le latex, mais il y a aussi d'autres options qui sont accessibles. Alors si vous voulez utiliser les huiles et vous utilisez les condoms, vous pouvez utiliser des condoms non latex qui sont une sorte de plastique ou de néoprène. Ils sont un petit peu plus chers, mais très accessibles. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte d'huile avec. Oui, il y a des polyuréthanes. Oui. Et il y a d'autres choses de disponibles maintenant aussi. Oui, et il faut juste, surtout pour les condoms pour la protection contre les MTSS. Oui, puis le latex peut être abrasif aussi quand c'est très sensible. Alors, c'est toujours une option positive. Merci beaucoup pour ça. OK, super. Alors, si je peux comme faire un sommaire, c'est vraiment une question de faire en sorte que les gens puissent reconnecter à leur propre personne érotique ou leur propre personne sexuelle. Oui, puis en fait, juste merci d'avoir amené ces mots-là. Puis ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'il y a un soi érotique à tous les stages. Oui, à tous les stages d'inconfort, de peur, de se sentir vulnérable, puis même au positif. Il y a un soi érotique qui est pas juste là quand on est en santé, qui existe pas juste quand on est là, quand on a des désirs. C'est une partie de soi que peu importe si vous êtes capable d'avoir du sexe physique, va bien et devrait aller bien. Et le partenaire est probablement très excité par ça et devrait être vu et c'est pas dépendant sur le sexe. Ça veut dire que le toucher, l'expression de désir et d'importance est immense. Et rejection est tellement caractéristique du temps où les couples sont forcés d'avoir une déconnexion sexuelle. La réjection sont souvent parce qu'on néglige l'identité érotique qui doit continuer et doit continuer d'être vue même quand le corps sexuel n'est pas là.
c'est comme un muscle. Si on arrête de l'utiliser, on le perd. Puis c'est pas juste physique, on est en train aussi d'utiliser. Oui, si on l'utilise pas, on devient anxieux et déprimé. C'est vraiment le gros morceau. OK, la connexion à la santé mentale, et c'est cette chose bizarre où, comme tu as mentionné au début, le sexe et le cancer ne vont pas ensemble. On, on le voit comme comment est-ce qu'une personne peut penser à ça pendant ce temps-là, mais en fait, d'une façon ou d'une autre, c'est probablement ce qui pousse les gens à continuer cette connexion, ce sentiment d'être proche, l'intimité entre soi et son partenaire et soi et soi-même. On n'a pas besoin de partenaire. Alors, c'est des choses qui, oui. Oui, puis juste pour interrompre rapidement, je pense que les gens doivent sentir que on n'est pas coupable de négliger son partenaire si on peut pas avoir du sexe. On ne peut juste être coupable de pas en parler. Ça doit être discuté. On doit pouvoir dire est-ce que tu t'es masturbé, assure-toi de le faire. Là. Même si tu le fais pas devant moi, c'est correct. C'est pas que tu arrêtes d'être une personne sexuelle. Puis je sais que t'aimes pas le terme de self-care. Non, c'est le self-love, l'auto-amour. Mais ça doit faire partie du régiment. Et, et je présume que le plus on se retire, le plus on sent qu'on n'a pas le droit de l'avoir. Oui, absolument, absolument. OK. Tu sais, on se dit, ah, je suis plus cette personne-là, ou je ne le mérite pas, et toutes ces choses-là. Oui, quand les choses normaux ont peur d'avoir des abdos, puis en fait, toi, tu as une ostomie, comment est-ce qu'on peut sentir qu'on est une personne complète érotique? Alors, ayez un rendez-vous avec un professionnel pour comprendre que vous pouvez intégrer qui vous êtes érotiquement et comment vous pouvez vous satisfaire et à quel point vous pouvez être satisfait en comprenant que c'est une partie valide de votre bien-être, même si c'est difficile à certains moments. Alors, continuez de donner de la valeur à cette partie de vous-même. OK? Et trouver des façons de le découvrir, de l'améliorer. Parce que, encore une fois, comme tu as dit, on veut pas finir en pire position et ne pas avoir ça, surtout pendant une pandémie. On est en ce moment dans une pandémie. Quoi d'autre que les choses font? On est à la maison. C'est vraiment une chose difficile. Alors, ça doit juste compliquer les choses. Et donc, avoir les gens qui... Tu sais, la dernière chose que je veux faire, c'est avoir une conversation avec mon partenaire parce que je suis assis tout le temps avec eux. Mais en fait, comme tu as dit, c'est juste changer l'histoire et de changer la narration et le message. Et maintenant que c'est plus difficile parce qu'on est ensemble tout le temps, peut-être c'est juste quelque chose qu'on a besoin des professionnels comme toi pour faire ces choses-là. Puis on doit appeler les gens comme toi. Oui, c'est vrai, la pandémie a rajouté l'importance d'avoir une conversation sur l'intimité, mais aussi maintenir la dignité à la sexualité dans un partenariat. Puis surtout si on rajoute ça au cancer, alors avoir la conversation sur la masturbation ou prendre soin de soi et comment ça se manifeste à l'intérieur d'un couple et comment est-ce qu'on va faire ça, cette conversation doit arriver. Si la sexualité est reléguée à la salle de bain où on prend soin de soi pour pas faire de mal à notre partenaire, mais ça va faire mal au partenaire. Ils vont le sentir parce qu'un partenariat romantique doit inclure un certain confort autour de la sexualité ou au moins comprendre que on est des êtres sexuels. Et ça va avoir un effet négatif sur les deux si c'est pas pris en charge, ça. Fantastique. Et Amanda, ça a été incroyablement important. Juste un sujet tellement excitant. Et j'espère que, et malheureusement, on voit beaucoup plus de cas de gens qui ont des cancers colorectals à des jeunes âges.
Et à travers le spectre, et je sais que à travers le spectre d'âge, le sexe est important, mais on a des personnes très, très, très sexuelles qui ont des gros changements. Et je pense que le plus on le sort de la salle de bain et qu'on le sort du placard et d'en dessous du tapis, on a besoin des professionnels de la santé qui en parlent et on doit réduire le stigme que tout le monde a. Alors, merci de faire partie de ça. Merci de m'avoir invité. Merci. Ça a été un honneur. Merci.